sommaire de cette édition, ce sont les projets de loi de règlement gestion 2012 et 2013 qui étaient soumis à l'examen des députés ce mercredi. Suite aux réponses et explications du ministre des Finances, ils ont pu cerner les raisons des différentes dépenses enregistrées. Le programme d'urgence de développement communautaire PUDC rentre demain dans une nouvelle phase, celle de son lancement officiel. Une initiative personnelle du chef de l'État pour prendre en compte de façon spécifique les besoins de chaque milieu pour une meilleure lutte contre la précarité au Togo. Et puis les candidats au BEPC 2016 sont situés sur leur avenir depuis ce matin. 63 444 ont été admis sur les 106 564 candidats inscrits, soit un taux de réussite de près de 60%. C'était les principales articulations de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, s'est entretenu ce matin avec son homologue de la Guinée-Bissau, Cipriano Kassama. Une visite de courtoisie qui a permis aux deux personnalités d'échanger sur la situation de leur Parlement, le développement des relations de coopération qui lient leurs deux pays et de revisiter quelques protocoles d'accord signés entre le Togo et la Guinée-Bissau. Nous écoutons Cipriano Kassama au sorti de l'audience au micro de Luc Assi. C'est entretenu la situation de nos deux parlements. Au niveau du développement de notre coopération, vous savez, j'étais invité pour la session de l'ouverture de la session. Avec lui, on a signé un accord, un protocole d'accord. Nous avons parlé de ça et j'ai invité le président Dama Dramani de faire une visite bientôt en Guinée-Bissau pour qu'on puisse continuer à analyser les aspects de la coopération entre nos deux parlements. Et à l'hémicycle ce mercredi, pour la 15e séance plénière, la représentation nationale a planché sur deux projets de loi. Il s'agit du projet de loi de règlement gestion 2012 et celui de 2013. Il était question pour les députés d'examiner les différents comptes de l'État durant ces 2 années et d'entendre le ministre des Finances sur les raisons qui motivent les différentes modifications intervenues dans les dépenses en vue de procéder à la régularisation du budget. Lucassi, Félix Semdacha. Les députés se sont acquittés aujourd'hui de l'une de leurs missions régaliennes, celle du contrôle de l'action du gouvernement à travers l'examen des projets de loi de règlement gestion 2012 et 2013. Si les deux projets de loi de règlement soumis ce jour ont reçu le soutien du groupe parlementaire UNIR, ce n'est pas le cas du groupe ANC. L'exercice qui nous est soumis ce jour a le mérite d'indiquer aux parlementaires le montant définitif des dépenses et des recettes et le résultat budgétaire qui en découle. Il participe également à l'exécution de la mission de contrôle de l'action du gouvernement par les députés. Nous voudrions saluer cet effort du gouvernement par le vote favorable que les députés du groupe parlementaire UNIR vont effectuer et confirmer l'engagement des députés du groupe de la majorité parlementaire à accompagner l'action du gouvernement. Le vote cette année, avec l'ouverture de la session budgétaire en octobre de cette année, puisque nous devons attendre pour cette étude-là la loi de règlement exercice 2015. Nous estimons que le vote des lois de règlement exercice 2012 et 2013 n'ont aucune incidence sur le travail que nous faisons. Voilà pourquoi le groupe parlementaire ANC ne compte même pas participer au vote de cette loi. Malgré l'opposition d'une partie des députés, les deux projets de loi ont été adoptés à la satisfaction du ministre en charge de l'économie et des finances, Adiotet Ayassor. Je voudrais d'abord me féliciter ensemble avec tous mes collaborateurs ici présents de l'adoption de ces deux lois de règlement qui ont permis à l'Assemblée nationale de faire le point de la manière dont les deux lois ont été exécutées.
voudrais ensuite féliciter la présidente de la commission des finances, ensemble avec tous les autres membres, pour la qualité du travail abattu. Je voudrais enfin féliciter Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les députés, pour avoir finalement adopté ces deux lois de règlement. Et donc, mes félicitations ainsi sont adressées à toute l'Assemblée nationale au nom du gouvernement. La loi de règlement fixe de manière définitive l'ensemble des opérations d'une année considérée. Elle est une loi de finances qui contrôle l'exécution du budget de l'État. Ainsi, le budget de l'État gestion 2012 s'équilibre en ressources à 448 milliards 733 millions 24 392 francs CFA, en charge à 496 milliards 199 millions 200 495 francs CFA, et celui de 2013 s'équilibre en ressources à 545 milliards 507 millions 734 787 francs CFA et en charge à 603 milliards 157 millions 328 548 francs CFA. Nous l'avons constaté lors des débats, la loi de finances gestion 2012 a été exécutée à une période où les réformes réalisées ont permis à notre pays d'avoir des conditions économiques marquées par un taux de croissance en progression par rapport à l'année précédente et le choix clairement affiché d'une meilleure orientation des dépenses publiques. Quant à la loi de finances gestion 2013, nous retiendrons qu'elle a été exécutée avec un objectif clair, maintenir le cap de la consolidation des facteurs de croissance économique par une mobilisation soutenue des ressources couplées avec une orientation optimale des dépenses publiques. La représentation nationale exhorte le gouvernement à prendre en compte les recommandations faites par la Commission en vue d'une exécution plus efficiente des lois de finances que l'Assemblée nationale vote, afin de lui permettre de faire face à ses obligations envers les populations togolaises. Le vote des deux projets de loi de règlement du budget de l'État, gestion 2012 et 2013, permettant au gouvernement de se conformer à l'article 36 de la loi organique numéro 2008-19 du 29 décembre 2008 relative aux lois de finances. Je vous le disais en titre, après la phase de collecte des données auprès des populations, l'heure du lancement officiel du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, a sonné, et ce sera demain. Une initiative personnelle du chef de l'État fort et Sojimna Nyazimbe pour permettre de prendre en compte les besoins spécifiques de chaque milieu, et ceci pour la réalisation d'infrastructures devant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Aimé Abali. Le processus aura été laborieux, minutieux et surtout participatif. L'élaboration et la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire ont d'abord été précédées d'une phase préparatoire qui a consisté à la collecte des besoins vitaux des populations en vue d'y trouver une réponse appropriée, conformément à la volonté du chef de l'État d'honorer ses promesses de campagne qui consistent à faire de son quinquennat actuel un mandat social. Et donc, il s'agit d'une approche nationale visant une intervention globale qui cible prioritairement les zones rurales et semi-urbaines pauvres
mal lotis et faiblement desservis. Zone nord, Kara, Savane. Zone centrale, Centrale, Plateau Est. Puis zone maritime, Maritime, Plateau Ouest. Ont été mises à contribution les comités villageois de développement, les groupements coopératifs, les services déconcentrés des ministères et les collectivités territoriales. Toutes les données recensées constituent un bloc d'action qui sera réalisé en tenant compte des besoins spécifiques et des priorités de chaque milieu. Les interventions vont concerner les infrastructures socio-économiques et communautaires de base, eau, électricité, centres de santé, écoles, mais aussi l'entrepreneuriat rural au profit des femmes, des jeunes et des groupements communautaires. Les acteurs impliqués dans le processus bénéficieront d'un renforcement de capacités techniques et organisationnelles pour être plus opérationnels dans l'offre de services sociaux et économiques au niveau national et local. À terme, il est envisagé la mise en place d'un système d'information géoréférencé des infrastructures et équipements sur l'ensemble du territoire, couplé au système de suivi et évaluation du programme, ce qui permettra de suivre et de mesurer les progrès du PUDC et de servir de référence unique pour les institutions chargées du pilotage de la politique économique et sociale du pays. Le programme s'étend sur 3 ans, de 2016 à 2018. Il bénéficie d'un accompagnement technique et financier du PNUD à hauteur de 155 milliards de francs CFA. Au bout du processus, il est envisagé un transfert de compétences à la partie nationale pour assurer une pérennisation à travers une relève de qualité, ce qui implique une appropriation du mécanisme par les bénéficiaires dans un esprit de développement participatif local. Le lancement officiel du PUDC par le chef de l'État ce 30 juin est un signal fort, un nouveau signe d'espoir pour les populations de l'intérieur du pays qui aspirent à un mieux-être, en ayant accès aux mêmes moyens d'épanouissement que les citoyens vivant dans les villes. Et le choix de Mandouri pour donner le ton ne semble pas fortuit. La région des Savanes est la zone la plus pauvre du pays et justement ce programme est destiné à réduire les inégalités sociales et combattre les disparités régionales. Les enseignants-chercheurs des universités du Togo, candidats au concours d'agrégation de 2017, bénéficient d'un renforcement de capacité du côté de Kara. La session, qui va durer une semaine, va permettre de mieux les outiller par rapport aux épreuves auxquelles ils seront soumis en 2017. Des précisions depuis Kara de Nestor Mozo. Le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES tiendra en 2017 un concours d'agrégation. Les éventuels postulants togolais se préparent. Ils participent à une session d'information organisée par les universités de Lomé et de Kara. Le concours se fera en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Les différentes épreuves qui meuvent le concours d'agrégation seront passées au crible. Les leçons sur les travaux, les leçons de commentaires, les leçons de dissertation. Et puisque nous ne sommes pas encore dans l'année du concours, cette session devra aussi permettre aux candidats de se familiariser avec les dits, les non-dits et les clairs-obscurs du concours d'agrégation. Le concours d'agrégation permet de recruter par la voie courte des maîtres de conférences agrégés dans les facultés de droit et des sciences politiques et dans les facultés des sciences économiques et de gestion. Alors, il faut respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir être candidat, notamment l'ancienneté dans le corps désormais des maîtres assistants, avoir produit un certain nombre d'articles publiés dans des revues scientifiques reconnues et être présenté par son université comme candidat au concours. C'est la première fois que l'université de Kara accueille une session de ce genre. L'institution s'honore donc de sa tenue, en ce sens qu'elle participe à la consolidation d'un enseignement de qualité. L'université de Kara, comme vous le savez, c'est une jeune université dont une des principales difficultés est l'insuffisance des
enseignants-chercheurs. Et cette insuffisance, elle est encore plus marquée lorsqu'il s'agit des enseignants de rang magistral, c'est-à-dire les maîtres de conférences, les maîtres de conférences agrégés et les professeurs titulaires. Donc d'accueillir ce concours qui va préparer certains de nos collègues à ce concours revêt une importance capitale pour nous et l'université mettra tous les moyens accessibles à la disposition pour que cette semaine soit une semaine de réussite et par la suite pour accompagner aussi les candidats de l'université de Kara à ce prochain concours d'agrégation. Au total, 23 enseignants-chercheurs du Togo, dont 18 à l'université de Lomé et 5 à l'université de Kara, ont déclaré leur candidature au concours d'agrégation de 2017. Et en attendant qu'ils ne parviennent à l'étape d'agrégation, sûrement, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC 2016 ont connu leurs résultats ce mercredi. 59,54%, c'est le taux global de réussite, un léger mieux par rapport à l'année dernière. Le compte rendu avec Dodo Waré et Tchassina Baïga. Des cris de joie, des accolades, des scènes qui décrivent l'atmosphère bon enfant qui a régné au cours de la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC. Pour les uns, l'année scolaire est couronnée de succès. Je ne m'attendais pas à ça, mais quand j'ai attendu mon nom en même temps, vraiment, je suis très contente. Ça n'a pas été facile. Je suis très heureuse. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment. Je n'arrive pas à le croire. Au nom de Dieu. Parce que j'ai attendu, on a dit que nous n'avons pas beaucoup travaillé. Mais je suis très heureuse. Pour les autres, l'ambiance est toute autre. La désolation se lit sur les visages. L'épreuve de physique et maths, PC et SIAM sont difficiles pour moi. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Au total, 106 564 candidats ont composé sur toute l'étendue du territoire national. 63 444 ont réussi, soit un taux global de 59,54%. Un pourcentage peu satisfaisant selon le proviseur et le chef centre du lycée Tocoin 2. Le résultat du BPC, en fait, c'est plus ou moins passable. Nous faisons de notre mieux pour que les élèves soient à la hauteur. Le résultat est là. Si nous avons un résultat de près de 60%, je crois que c'est un résultat, comme je l'ai dit, plus ou moins acceptable. Nous avons présenté dans le centre lycée Tocoin 2 926 candidats. 385 sont admis. Donc on a un pourcentage de 43,54%. D'une manière générale, je pense que ça n'a pas marché pour notre centre. Parce que nous souhaiterions avoir au moins plus de 50%. La réussite au bout de l'effort. Un grand pas vient d'être franchi pour ceux qui ont réussi à cet examen. Les portes du lycée leur sont grandement ouvertes. La grande question est de savoir comment vont-ils mettre à profit les moments de vacances qui s'offrent à eux. La question reste posée. Magistrats, notaires et praticiens du droit du ressort de la Cour d'appel de Kara sont en session de formation. Ils s'adaptent aux innovations introduites dans l'acte uniforme de l'OHADA portant sur l'organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Des précisions avec Nestor Mozo. En septembre 2015, l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA a été révisé. Les innovations concernent les procédures collectives d'appurement des passifs des entreprises. L'objectif est de résoudre les difficultés constatées dans l'application de l'ancienne norme.
Pour faciliter leur compréhension sur le sujet, les magistrats, les notaires et les autres praticiens du droit de la Cour d'appel de Kara ont été conviés à cette formation. Pour le Togo, nous devons, en tant que Commission nationale OADA, d'outiller les praticiens sur cette révision apportée à l'acte uniforme en question. C'est l'objet de notre atelier. Comment traiter les entreprises en difficulté sur le plan juridique et sur le plan judiciaire. Comment sauver ces entreprises qui peuvent être viables, qui sont viables encore, parce que quand une entreprise est en difficulté, elle peut être viable comme elle peut ne plus être viable. Dans ces conditions, il faut la dissoudre. Et donc les règles, les nouvelles règles qui procèdent à ces procédures-là ce sont ces règles-là qui sont portées à la connaissance des praticiens. L'acte révisé est entré en vigueur il y a déjà 6 mois. Il vaut donc au secours des entreprises en difficulté. Les exemples sont nombreux. Avant, il suffisait d'être inscrit comme expert sur la liste des cours d'appel pour pouvoir être choisi pour aller au secours d'une entreprise en difficulté. Mais aujourd'hui, on a précisé le profil. C'est une innovation. Il y a également la répartition des créances au cours des procédures soit de sauvegarde ou de dissolution de l'entreprise en difficulté. Comment payer équitablement les créanciers. Il a été également mis le point sur le coût excessif des honoraires des syndics. Alors, lorsque les syndics prélèvent leurs honoraires, parfois il ne reste plus rien à partager dans l'entreprise. Donc voilà des points de difficulté sur lesquels l'audit qui a conseillé la révision a proposé des recommandations. Il y a quelques jours, la même formation a été faite à l'égard des acteurs de la Cour d'appel de Lomé. Le reboisement au Togo est au centre des échanges d'une rencontre nationale de 2 jours qui réunit depuis ce mercredi matin une cinquantaine d'acteurs qui œuvrent dans le secteur forestier. La rencontre vise à recueillir les avis et les propositions de ces acteurs sur le zonage au Togo pour une meilleure restauration des paysages forestiers. Trinité Kilelem et Nathalie Panegué pour le compte rendu de la rencontre. Dans sa politique forestière, le Togo veut faire passer le taux de sa couverture forestière, qui était de 6,8% en 2010 à 30% à l'horizon 2050. C'est dans ce cadre que les acteurs du reboisement, de la gestion durable des forêts et les partenaires réunis partagent leurs expériences pour la réussite de la nouvelle version du programme national de reboisement. Au Togo, la terre appartient aux particuliers, à des individus, et donc le reboisement, on a constaté que la part des particuliers est plus importante. Comment avoir un programme qui définit les actions prioritaires du gouvernement, qui définit les moyens à mobiliser pour avoir un cadre performant qui permette au gouvernement d'avoir un bon partenariat public-privé pour que la vision du gouvernement qui veut que d'ici 2050, le Togo ait une couverture de 30% puisse se réaliser. La réhabilitation des forêts, la restauration des paysages forestiers, le choix des sites pilotes de la mise en œuvre du programme national de reboisement, autant de thématiques qui retiennent l'attention. Il faut aussi donner la parole aux acteurs du terrain, à des gens qui se frottent au reboisement chaque jour, des gens qui s'y connaissent, qui connaissent le contexte
contexte national qui se connaissent dans ce qu'on appelle le reboisement, pour qu'ils donnent aussi leurs avis sur les attentes. Qu'est-ce que les acteurs nationaux attendent de ce programme de reboisement? Quels sont les objectifs qu'ils poursuivent et comment ils pensent pouvoir aider le gouvernement à implémenter ce programme national de reboisement? Initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en collaboration avec le ministère de l'Environnement, cette rencontre s'inscrit dans le projet d'appui à la formulation et à la mise en œuvre du programme national de reboisement au Togo, financé par la FAO sur la période 2015-2017. Le reste de l'actualité sur le continent avec le Libéria qui va reprendre le contrôle de sa sécurité. Dans 2 jours, la mission des Nations Unies quittera le pays après 13 ans de service. La MINUL avait été installée pour sécuriser le pays secoué par une longue guerre civile. Les polices se préparent à assurer la sécurité au Libéria. Dans 2 jours, ils prendront la relève des casques bleus présents depuis 2003, un passage de témoin décisif pour la stabilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. La nation est prête à assumer cette grande responsabilité. Bien entendu, en matière de sécurité, il y aura toujours des améliorations à apporter, ainsi que des défis à relever et des lacunes à combler. Mais selon notre politique intérieure, nous allons continuer à œuvrer pour renforcer la logistique et la formation. 15 000 casques bleus ont été déployés au Libéria après 2 guerres civiles qui ont fait des dizaines de milliers de morts. La mission de l'ONU avait pour objectif de désarmer les combattants et rétablir la paix, puis ensuite de former une nouvelle police nationale et une armée. De nombreux policiers sont satisfaits de leur formation, mais le manque d'équipement est flagrant. La police nationale du Libéria a besoin de voitures, de moyens de communication et d'uniformes. Nous avons besoin aussi de formation et surtout de logistique. 311 millions d'euros étaient chaque année consacrés à la mission de maintien de la paix de l'ONU. Le Libéria projette d'allouer seulement le quart de cette somme pour financer la sécurité nationale pour cette première année. La corruption chronique qui ronge le pays laisse craindre des failles pour la tenue d'un budget transparent. Nous avons de véritables problèmes et des défis. Premièrement, nous devons dépolitiser les acteurs de la sécurité si nous voulons aller de l'avant et être en mesure d'atteindre les objectifs pour la réforme du secteur. Nous devons être certains de disposer d'un bureau des plaintes indépendant et d'une commission chargée de veiller aux nominations de l'exécutif. Ebola ces derniers mois, terrorisme en Afrique de l'Ouest, les défis sont énormes pour un pays qui assumera désormais seul sa sécurité. Aux États-Unis, Hillary Clinton est rattrapée par son passé. Les membres républicains du Congrès ont rendu public un rapport sur l'attaque sanglante de Benghazi en Libye. C'était il y a 3 ans et demi. L'ancienne chef de la diplomatie américaine et candidate à la présidence est directement mise en cause. Revoici l'affaire Benghazi, ou plutôt le rapport de la commission d'enquête dominée par les Républicains en pleine campagne présidentielle aux États-Unis. Une conviction pour ses auteurs, Washington avait accès à de l'information en temps réel, mais a été trop lent à mesurer la montée du danger pesant sur ses diplomates en Libye. C'était en septembre 2012. L'ambassadeur Chris Stevens avait trouvé la mort dans une attaque de sa résidence avec 3 autres Américains. Et l'échec, selon le dit rapport, est celui de la secrétaire d'État de l'époque, Hillary Clinton, aujourd'hui candidate démocrate à la Maison-Blanche. L'affaire la poursuit. Elle a été longuement auditionnée à plusieurs reprises et a dû se justifier tant bien que mal. Aujourd'hui, Hillary Clinton dénonce une enquête partisane. Après plus de 2 ans d'enquête et 7 millions de dollars
dépensés par cette commission Benghazi sur des deniers publics, je comprends que le rapport n'a rien trouvé, rien pour contredire les conclusions des enquêtes précédentes menées sur une base bipartisane. Le rapport ne fait pas de révélations fracassantes, mais l'opportunité est trop belle pour les républicains, en plein match pour la Maison-Blanche. Vous ne pouvez pas diriger ce pays si vous ne comprenez pas ce qu'il se passe sur le terrain et si vous choisissez de faire passer l'opportunisme et la politique avant les hommes et les femmes sur le terrain. De quoi envenimer davantage une campagne déjà virulente. Retour en page nationale pour vous signaler cette séance de sensibilisation au marché de poissons à Lomé. Les agents de l'Office togolais des recettes OTR ont entretenu les commerçantes du dit marché sur le civisme fiscal. Le compte rendu avec Viviane Moussouvi et Aimé Abalo. De Evik Bame à Civito, dernière étape de la campagne de sensibilisation de l'Office togolais des recettes sur le civisme fiscal. Le message a été le même partout pour expliquer aux contribuables le bien fondé du paiement des taxes et impôts. Une stratégie pour ramener ces commerçantes à un consentement volontaire à l'impôt. Quand elles viennent, elles vont payer des droits. En dehors des droits de douane, il y a les impôts qu'elles vont payer. Donc cela va contribuer davantage à l'économie nationale. Quand elles viennent, souvent elles repartent avec d'autres marchandises achetées sur place. Donc là, ça fait tourner l'économie et ça fait contribuer au développement de l'économie. Ces femmes, regroupées au sein de l'Association des poissonnières du Togo, ont compris le message et s'engagent à s'acquitter de leurs devoirs citoyens à temps. Elles ont toutefois formulé des doléances à l'endroit de l'OTR dans la perspective de mieux exercer leurs activités commerciales. Notre doléance maintenant de nous construire un marché digne de son nom, comme les autres marchés. Le partenariat vient donc d'être renforcé entre l'OTR et ses groupements de femmes commerçantes. C'est-à-dire donc que le civisme fiscal va désormais rentrer dans leurs habitudes. Le journalisme radio au Togo, que comprennent les auditeurs? C'est le titre du tout premier essai de Vignon Asiati présenté au grand public hier soir à Lomé. L'ouvrage pose la problématique de la compréhension même de l'information et présente également des pistes de solutions pour pallier ces insuffisances au sein des médias et plus particulièrement dans la radio. Viviane Onsouvi et Patrice Bocor nous font découvrir l'ouvrage. Le journalisme radio au Togo, que comprennent les auditeurs. Le premier essai de Vignon Asiati, structuré en 5 chapitres, cet ouvrage de 70 pages, porte un regard critique et analytique sur les médias pour dénoncer les insuffisances dans la pratique journalistique au Togo, à savoir l'irrationnel, l'émotivité et les intérêts non professionnels. L'auteur choisit le journalisme radio, un média de proximité et plus accessible. Quand vous voulez impacter les gens sur un sujet, il faut prendre le média qui est le plus utilisé. C'est à partir de ce moment que le déclic est venu pour utiliser la radio pour servir le développement de ce pays. Il faut donner aux journalistes de la matière pour travailler maintenant, le rappeler surtout à ces règles élémentaires pour que nous puissions servir une information qui soit comprise par la majorité des auditeurs, les auditeurs pour qui nous sommes censés travailler. Vignon Asiati, à travers ce guide pratique, interpelle les professionnels des médias à une prise de conscience pour faire de la presse un instrument de développement socio-économique du pays. Titulaire d'une maîtrise en biologie animale, Vignon Asiati devient plus tard journaliste radio.
Actuellement, il occupe le poste de chargé des statistiques culturelles au sein du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez Edem sous support à 22h30 pour l'évolution de l'actualité. Mais d'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. À demain.